Donc le dossier 4, deuxième dossier long, qui est un petit peu plus long, que vous avez dû rédiger en une demi-heure à peu près. Alors, Madame R, 86 ans, est hospitalisée en SSR pour fracture de la branche iliopubienne droite dans les suites d'une chute mécanique de faible cinétique. En gros, elle a chuté de sa hauteur. Dans ses antécédents, on retient un diabète de type 2, une fracture de pouce au col il y a 1 an dans des circonstances similaires, une hystérectomie avec annexectomie à l'âge de 40 ans et une phlébite en postpartum lors de sa première grossesse. Elle pèse 40 kg pour 1,60 m. La patiente vivait seule au domicile sans aide et était jusque-là autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. On a vu à quoi ça correspondait. Elle se plaint spontanément dès son arrivée d'une baisse chronique de l'acuité visuelle et auditive qui commence à l'isoler socialement. Alors, question 1. Quelles sont les complications à redouter chez cette patiente au cours de l'hospitalisation ? Quelle est votre prise en charge afin d'éviter ces complications ? À l'ECBU réalisé de manière systématique à l'entrée, vous retrouvez 10 puissance 4 leucocytes par millilitre, 10 puissance 3 bacilles grammes négatifs par millilitre. Quelle est votre prise en charge ? Malgré votre prise en charge préventive, apparaît un escarre stade 2 du sacrum. Quelle est votre conduite à tenir ? Quelles sont les 2 pathologies les plus fréquentes responsables des baisses de l'acuité visuelle chez le sujet âgé ? Quelles sont les caractéristiques cliniques et audiométriques de la presbyacousie ? Quels conseils donnez-vous aux patients et à la famille pour améliorer leur communication ? Quels arguments d'énoncé vous font évoquer une ostéoporose primitive chez cette patiente ? Et quels autres arguments recherchez-vous ? Question 9. Quel bilan réalisez-vous devant cette suspicion d'ostéoporose et qu'attendez-vous comme résultat en cas d'ostéoporose primitive ? Quelle sera votre prise en charge si votre bilan confirme votre hypothèse d'ostéoporose primitive ? Donc la correction. Quelles sont les complications à redouter chez cette patiente au cours de l'hospitalisation ? Donc la fracture du bassin, c'est une fracture extrêmement douloureuse. C'est des patients qui vont rester alités le temps de reprendre progressivement la marche. Donc tout ça, ça nous expose à quoi ? Aux complications de décubitus. La deuxième complication étant la douleur. Les complications de décubitus à connaître chez le sujet âgé, donc le classique fécalome, l'infection urinaire, l'escarre, la phlébite, la dénutrition, la pneumopathie. Les complications de décubitus, la suite, donc la dépression, la rétraction tendineuse et l'enraidissement articulaire, la myotrophie, la désadaptation cardiovasculaire à l'orthostatisme qu'il faut savoir anticiper quand vous remettez vos petits vieux debout, ça doit être sous surveillance médicale, et l'ostéoporose en cas d'immobilisation prolongée. Donc je vais vous faire un petit schéma pour essayer que vous n'oubliez pas une des complications, parce que la plupart du temps vous en oubliez 2 ou 3. Donc on va faire un petit dessin. Alors, là, bon, c'est un bonhomme. Je sais, c'est pas terrible. Donc, on va faire du haut en bas. Donc, ici, vous avez un cerveau, donc c'est pour la dépression. La petite bouche, c'est pour la dénutrition. Après, vous descendez. Vous avez les poumons, donc on a dit les atélectasies et la surinfection bronchique, voire les pneumopathies d'inhalation. Votre petit cœur, la désadaptation cardiovasculaire à l'orthostatisme. Un magnifique côlon et son sigmoïde pour la constipation.
La vessie pour les infections urinaires. Un joli fémur pour l'ostéoporose. L'articulation fémorotibiale pour les enrodissements articulaires. Un muscle pour la myotrophie. Les rétractions tendineuses. Après, au niveau du mollet, vous avez tout ce qui est phlébite. Et après, au niveau du pied, vous avez les escarres. Et voilà, on a fait le tour. Alors, question 2. Donc, à l'ECBU réalisé de manière systématique à l'entrée, vous retrouvez 10 puissance 4 leucocytes par millilitre, 10 puissance 3 bacilles par gramme négatif par millilitre. Quelle est votre prise en charge? On ne traitera pas cette petite mamie. Cette petite mamie ne s'est plainte strictement de rien. On a fait un ECBU systématique, ce qu'il ne faut jamais faire, car vous retrouverez forcément une bactériurie chez vos petites mamies. Donc vraiment pas de traitement antibiotique chez les infections urinaires asymptomatiques de la femme âgée. Au mieux, ce que vous proposez, c'est une cure de diurèse pour la faire éliminer. Donc je répète encore une fois, pas de CBU systématique chez le sujet âgé qui ne se plaint de rien. Question 3. Quelle est votre prise en charge afin d'éviter ces complications? Donc, votre prise en charge. L'anticoagulation préventive. En fonction de la clairance de la créatinine, je vous rappelle que vous avez la barrière des 30 ml par minute. Au-dessus de 30 ml par minute de clairance, vous pouvez utiliser les HBPM. Et en dessous des 30 ml, ce sont les héparines non fractionnées. Après, la kinésithérapie, très importante. Donc la kiné respiratoire, quand les patients commencent à s'encombrer sur le plan bronchique. La kinésithérapie de maintien des amplitudes articulaires et de lutte contre les rétractions tendineuses quand vos patients sont au lit. Et la kinésithérapie de reprise de la marche quand vous pouvez. Il faut à tout prix assurer une hydratation correcte. Donc on a plusieurs moyens pour ça en gériatrie. Déjà, les apports oraux. Il faut à tout prix sensibiliser les équipes au fait que les sujets âgés doivent boire et il faut leur proposer à chaque passage infirmier ou aide-soignant de boire. Après, si vous n'y arrivez pas, parce qu'ils ne veulent pas boire, parce qu'ils ont des troubles de la déglutition, parce que vous avez toujours la perfusion sous-cutanée, très utilisée en gériatrie. Donc, la perfusion sous-cutanée, ça permet de perfuser 1,5 litre par jour au maximum, sinon on dépasse les capacités de l'absorption de la graisse. C'est déjà pas mal. Donc en situation préventive, vous pouvez toujours utiliser les perfusions sous-cutanées quand vous n'arrivez pas à faire boire vos patients. En sachant que la plupart du temps, c'est du G5 qui est utilisé. On peut rajouter un peu de NaCl, mais en aucun cas de KCl. Ça irrite. Comme pour les veines, ça irrite. Après, lutte contre la constipation essentielle. Donc ça commence par le régime riche en fibres. Et puis les laxatifs, le petit Forlax et le petit Dufalac. Après, le nursing. Quand vous avez des sujets qui sont complètement alités, que vous ne pouvez pas mettre au fauteuil, que vous ne pouvez pas mobiliser, il faut qu'ils soient changés de position dans le lit toutes les 4 heures. Et il faut qu'ils passent du décubitus latéral gauche 30 degrés au décubitus dorsal, au décubitus latéral droit 30 degrés. Après, il faut utiliser des antalgiques de palier adaptés à la douleur de votre patiente. Ça passe par l'évaluation de la douleur. Chez votre malade qui est capable de s'exprimer, c'est des échelles d'auto-évaluation, donc c'est toutes celles que vous connaissez, c'est le VA, l'échelle numérique, l'échelle visuelle simple.
Et chez les sujets âgés qui ne sont plus capables de communiquer, on utilise des échelles d'hétéro-évaluation, donc c'est le soignant qui évalue la douleur du patient. Ça s'appelle ECPA ou DOLO plus 2. Et ça donne une indication sur la douleur que peut ressentir votre patient. Dernier aspect de votre prise en charge, la psychothérapie de soutien. En faisant votre petite visite, il faut dire bonjour à votre mamie, il faut lui dire que bientôt elle va remarcher, qu'elle va ou chimique. En gros, c'est soit le bistouri, soit des enzymes. On favorise le bourgeonnement par des pansements hydrocolloïdes qui maintiennent un milieu favorable. Et après, ça finit par cicatriser. La lutte contre les facteurs favorisants, au niveau de l'escarre du sacrum, c'est éviter la macération. Donc quand vos patients sont incontinents, il faut leur changer plus fréquemment leur couche. La lutte contre la dénutrition, ça c'est pour tous les escarres. Et si ma patiente était diabétique, il faudrait vraiment un équilibre strict du diabète. Alors, extrêmement important, il faut apprendre à vos infirmières que le massage, le sèche-cheveux et les glaçons sont des mesures préhistoriques qui ne doivent plus avoir cours, qui ne servent à rien et qui ont fait preuve de leur effet délétère. Alors, quelles sont les deux pathologies les plus fréquentes responsables des baisses de l'acuité visuelle chez le sujet âgé ? La cataracte et la DMLA. Après, les caractéristiques cliniques et audiométriques de la presbyacousie. Donc les caractéristiques cliniques, les symptômes sont à début lent et progressifs. C'est des gens qui vous disent qu'ils sont gênés quand ils sont dans une ambiance bruyante. Donc en particulier, c'est dans les réunions de famille, votre papy qui va s'isoler. La gêne de la compréhension dans une conversation de groupe. La difficulté d'orientation dans une ambiance bruyante. Et surtout, l'isolement social. Les caractéristiques cliniques. Donc le test de Weber et le test de Riney. Le test de Weber, c'est je place un diapason sur le front de mon patient, au milieu, et il me dit de quel côté il entend le son du diapason. Dans la presbyacousie, qui est une surdité de perception, le test de Weber est latéralisé du côté sain. Le test de Riney, je mets mon diapason en face de l'oreille de mon patient. Quand il me dit qu'il n'entend plus le son, je colle le diapason sur sa mastoïde et il me dit s'il entend à nouveau le son ou pas. Dans la surdité de perception comme dans l'oreille normale, la conduction osseuse, donc quand je pose le diapason sur l'os, est inférieure à la conduction aérienne, ce qui se traduit en fait par
quand le patient n'entend plus le diapason et que je lui repose sur la mastoïde, il n'entend pas non plus le diapason. Dans les surdités de transmission, ça se passe pas comme ça. Je mets le diapason devant l'oreille de mon patient, il n'entend plus le son, je lui mets sur la mastoïde et il réentend à nouveau le son. Et comme dans toutes les surdités de perception, mon otoscopie est normale. Les caractéristiques audiométriques, donc une surdité de perception, c'est-à-dire que la conduction osseuse et aérienne sont abaissées à l'identique. Surdité de perception endocochléaire, le problème se passe au niveau de la cochlée. On a ce qu'on appelle un réflexe tapédien positif et un recrutement positif. Alors, donc, ce qui est important à l'audiométrie, c'est que la surdité prédomine sur les sons aigus et que les patients ont des troubles de la discrimination, c'est-à-dire qu'ils entendent le son, mais qui sont plus capables de comprendre la parole. Alors, quels conseils donnez-vous aux patients et à la famille pour améliorer la qualité de leur communication? Donc, il faut parler à voix normale, il faut éviter de crier. Il faut surtout parler plus lentement et parler à voix grave, parce qu'on a vu que la surdité de perception prédominait sur les sons aigus. Donc, il faut forcer sa voix vers les graves, il faut se mettre face à la patiente, il faut surtout essayer de les stimuler et pas les laisser dans leur coin. Et pour ce qui est de la vie quotidienne, il faut amplifier les sonneries de la porte d'entrée, ça peut rendre service, et du téléphone. Et il faut acheter des casques pour la télévision pour que la vie commune reste acceptable pour tout le monde. Donc, question 8. Quels arguments de l'énoncé vous font évoquer une ostéoporose primitive chez cette patiente? Quels autres arguments recherchez-vous? Donc, les arguments en faveur, c'est une femme, ça, rien que ça, c'est un argument en faveur. Son âge et le fait qu'elle ait une ménopause précoce non substituée. Je vous mets dans l'énoncé que c'est une dame qui a eu une annexectomie à l'âge de 40 ans. Donc, annexectomie, ça veut dire ménopause. Un faible indice de masse corporelle. Et, bien entendu, ces 2 fractures. Les arguments à rechercher, savoir quelle est sa consommation de calcium et de vitamine D. Souvent, les apports sont insuffisants. Il faut lui demander si sa mère a eu de l'ostéoporose ou si elle s'est fracturé le col du fémur ou si elle avait des tassements vertébraux. Il faut connaître son niveau de sédentarité. Alors, le 3e point de la question, c'est la recherche d'absence d'arguments en faveur d'une ostéoporose secondaire. Donc, il y a l'intoxication alcoolo-tabagique, le myélome, il y a tout ce qui est traitement favorisant, les corticoïdes, bien entendu, les agonistes de la LHRH et les inhibiteurs de l'aromatase, qui sont les traitements qu'on donne dans les cancers de la prostate et du sein, les parines au long cours, le lithium, les anticonvulsivants et les chimios. Alors après, il y a tout ce qui est pathologie endocrinienne, donc l'hypercorticisme, c'est l'équivalent des corticoïdes, l'hyperthyroïdie, l'acromégalie, l'hypogonadisme, l'hyperparathyroïdie et le diabète de type 2. Après, il y a tout ce qui est pathologie hépatogastro, donc la cirrhose, la gastrectomie, les pancréatites chroniques, Crohn-RCH et intolérance au lactose. Alors, quel bilan réalisez-vous devant cette suspicion d'ostéoporose et qu'attendez-vous comme résultat en cas d'ostéoporose primitive? Donc, le bilan biologique qu'il faut réaliser systématiquement devant chaque suspicion d'ostéoporose à la recherche d'une ostéoporose secondaire. Donc, l'AVS et le PP pour la recherche de myélome. Le bilan phosphocalcique pour tout ce qui est recherche de carence en vitamine D, d'hyperparathyroïdie. La créate et la clairance de la créate, que je vous rappelle que dans les cas d'insuffisance rénale chronique, il y a des diminutions de l'enzyme qui permet d'hydroxyler la 1,25-OH.
Et tout ça, normalement, dans l'ostéoporose primitive, c'est normal. Une anomalie dans le bilan doit vous faire aller plus loin dans les explorations. Alors, éventuellement, vous pouvez demander des marqueurs d'ostéorésorption qui sont les C et N télopeptides et des marqueurs d'ostéoformation et phosphatase alcaline osseuse. Le bilan radiologique, donc c'est l'ostéodensitométrie. La définition de l'ostéoporose, c'est un T-score qui est inférieur à moins 2,5 DS. Alors, le T-score, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de la densité minérale osseuse en nombre de déviations standard, dont elle s'écarte par rapport au pic de masse osseuse atteint à l'âge jeune. Bon, en gros, je compare la masse osseuse d'une population d'adultes jeunes à la masse osseuse de ma patiente. Et si j'ai un écart de moins 2,5 DS, ma patiente est ostéoporotique. Alors, quelle sera votre prise en charge si votre bilan confirme votre hypothèse d'ostéoporose primitive? Donc, les règles hygiéno-diététiques, encore une question où elles sont vraiment importantes. Les apports en calcium et en vitamine D, la lutte contre la sédentarité, sevrage, alcool et tabac. La prévention des chutes, parce que quand on est ostéoporotique, il fait pas bon tomber. Donc, comme on a vu tout à l'heure, adaptation de l'environnement, renforcement sensoriel, renforcement nutritionnel et lutte contre la iatrogénie. Après le traitement anti-ostéoporotique, chez notre dame, si elle est vraiment ostéoporotique, ce sera plutôt les biphosphonates. Pas de SERM parce que dans l'énoncé, je vous mets qu'elle a eu une thrombose veineuse profonde, donc c'est une contre-indication. Les biphosphonates, il faut savoir qu'ils sont contre-indiqués si la clairance est inférieure à 30, que c'est des médicaments qui sont difficiles à prendre pour les sujets âgés. C'est des médicaments qu'il faut prendre à jeun. Il ne faut pas se recoucher après la prise de médicaments. Il faut prendre un grand verre d'eau avec et qu'on peut avoir des problèmes d'observance. Alors toutes ces mesures sont prises pour éviter les œsophagites. On a décrit des cas d'œsophagite au biphosphonate. Alors, les messages du cas clinique, les complications de décubitus sont à connaître et encore plus chez le sujet âgé. L'ostéoporose, il faut savoir la dépister et savoir la traiter. La plupart du temps, on regarde les petites mamies tomber et on ne les traite pas. Donc les complications de l'ostéoporose qui peuvent être dramatiques parce que la fracture du col du fémur, c'est pas qu'une fracture du col du fémur. La mortalité dans l'année, c'est quand même 20 à 30%. C'est une perte d'autonomie la plupart du temps et c'est souvent le moment où il y a des complications et des compensations de part. L'ostéoporose, c'est un enjeu de santé publique et c'est une question où vraiment les règles hygiéno-diététiques et la prévention sont importantes et je pense que c'est vraiment une question, pour toutes ces raisons, qui peut tomber à l'internat. Alors, l'importance de la prise en charge des baisses de l'acuité visuelle et auditive, tout ça pour vraiment éviter l'isolement social de vos patients et aussi pour leur permettre de ne pas trop perdre en autonomie, parce qu'une baisse de l'acuité visuelle importante chez les sujets âgés, c'est vraiment l'équivalent d'une pathologie rhumatologique, c'est des grosses pertes d'autonomie. La bactériurie asymptomatique, encore une fois, on ne traite pas et on ne fait pas de CBU systématique.